Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui j'ai du lourd pour toi, t'as bien fait de venir, tiens. Prépare-toi pour l'affaire du siècle, une occasion en or à ne surtout pas louper. Tu te rappelles de NordVPN, le logiciel de sécurité qui finance YouTube? Tu te rappelles pas? Oh, tu fais vraiment pas d'efforts mon con, hein? NordVPN, c'est un logiciel qui te permet de protéger ton trafic web privé de toute interférence externe. Ton adresse IP est masquée et tes données sont chiffrées. Comme ça t'es en sécurité, aucun risque de te faire pirater tes données par des hackers malveillants. Ça va te changer la vie ça. Et puis faut pas oublier que c'est un des meilleurs VPN du marché. Avec ses 5300 serveurs répartis à travers le monde, NordVPN allie rapidité et fiabilité. La fiabilité comme on dit chez moi. Mais ce n'est pas tout. T'es branché plateforme de streaming mais tu trouves que le catalogue de ton pays est un peu limité? Qu'à cela ne tienne, un clic et tu peux accéder à celui de tous les pays que tu veux. C'est pas magiquement incroyable ça? En plus tu peux l'utiliser sur tous tes appareils. Il est compatible Windows, macOS, Linux, iOS, Android et même avec certaines Smart TV. Et tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Comme ça tu seras en sécurité partout. Du coup parlons de ce deal incroyable. En suivant ce lien ou en utilisant le code GuillaumeFR, tu auras droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans qui te reviendra à seulement 2,54€ par mois, plus 4 mois gratuits. T'es pas en train de rêver ma gueule, 4 mois gratuits. Alors fonce, tu seras en sécurité et pour pas cher, que demander de plus. Merci NordVPN, et merci John Michael surtout. Faire un film, c'est compliqué. Faire un film, c'est composer avec les imprévus. Des problèmes techniques, les exigences des producteurs, les humeurs des uns et des autres, la météo, on n'imagine pas tous les obstacles qui peuvent se dresser sur la route d'un réalisateur. Faire un film de manière générale, c'est quasiment mission impossible en fait. Mais il arrive parfois que le sort s'acharne particulièrement sur certaines productions. Et c'est le sujet du jour, alors accrochez bien vos ceintures parce que ça risque de secouer sévère. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on va parler de l'un des plus grands fiascos cinématographiques jamais produits par Hollywood. Rien que ça, c'est parti pour Justice League. En avril 2014, Greg Silverman, directeur de la production chez Warner Bros, annonce la mise en chantier d'un film Justice League réalisé par Zack Snyder. En avril 2014, moins d'un an après la sortie de Man of Steel donc, qui est le premier film de l'univers attendu d'ici. Ils auraient pas un peu mis la charrue avant les bœufs chez Warner ? En vérité, le studio était impatient de répliquer le succès de Marvel et son univers cinématographique. La Warner voulait son Avengers, elle voulait sa réunion super-héroïque. Elle voulait son milliard de dollars. Bref, Justice League, c'était le projet inévitable. C'était même l'objectif principal de toute la manœuvre. Les studios Warner allaient montrer à Marvel et Disney de quel bois ils se chauffaient. Sauf que malheureusement, Marvel avait une avance considérable. En 2013, au moment de la sortie de Man of Steel, l'univers cinématographique Marvel était d'ores et déjà une machine bien huilée, avec pas moins de 7 films à son actif. The Avengers, son plus gros succès, objet de tant de convoitises, était quant à lui le 6e film produit par le studio. Studio qui avait choisi d'adopter un schéma progressif dans sa saga où chaque héros serait introduit auprès du public via une aventure solo avant qu'ils ne soient tous réunis au sein d'un même film. Et s'il aurait été moins risqué de procéder de la sorte du côté de l'univers attendu d'ici, d'y aller petit à petit avant la grosse réunion en feu d'artifice, la Warner n'avait pas l'intention de perdre plus de temps. Il fallait rattraper la concurrence au plus vite. Oui, parce que c'est stimulant de travailler dans l'urgence. Du coup, dès la sortie de Man of Steel en juin 2013, la production de la suite est lancée. Batman vs Superman donc, qui posera les fondations de la Justice League en introduisant de façon plus ou moins substantielle les autres super-héros de l'univers d'ici, à savoir Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg. En octobre 2014, on apprend que le film sera divisé en 2 parties, avec une première partie prévue pour le 17 novembre 2017 et la deuxième pour le 14 juin 2019. Et alors que Batman vs Superman part en tournage, Chris Terrio, le scénariste, enchaîne directement sur l'écriture de cet énorme projet. Sauf qu'il va y avoir des complications. Des complications liées à des prises de décision dans l'urgence. Étonnant. Du coup, pour résumer le bordel, à ce moment-là, la Warner avait fait son petit planning de son côté, annonçant plus d'une dizaine de films d'ici pour jusqu'en 2020. Et l'ordre de sortie des films avait donc été décidé de façon totalement arbitraire par les têtes pensantes du studio, sans vraiment consulter les créatifs eux-mêmes. On leur a juste donné un planning à respecter. Mais le problème c'est que, par conséquent, Chris Terrio naviguait en aveugle concernant certains lieux et personnages. Je m'explique. Prenons Aquaman par exemple. Le personnage est censé avoir droit à son propre film un an après la sortie de Justice League. Un film qui aidera donc à définir le personnage et l'univers dans lequel il évolue. Sauf qu'au moment où Chris Terrio écrivait Justice League, le script d'Aquaman n'était pas encore prêt, ce qui fit que le scénariste ne disposait d'aucun élément sur lequel s'appuyer et qu'il dut donc tout créer lui-même. Par exemple, les Atlantes peuvent-ils parler sous l'eau? Et si oui, comment? C'est à ce genre de questions que Terrio devait répondre. Même chose concernant Wonder Woman, dont le film devait quant à lui sortir quelques mois avant Justice League, mais qui n'était pas écrit non plus au moment où Terrio planchait sur son script, censé impliquer l'île de Themyscira, mais dont il n'avait aucune idée de ce à quoi cette île allait ressembler. Le défi était donc de taille pour le scénariste. En gros, il devait veiller à maintenir une certaine continuité avec des films qui n'existaient pas encore. Et c'est là que la stratégie de la Warner trouve ses limites. Du côté de Marvel, chaque personnage avait été proprement défini avant Avengers, ce qui avait donc permis aux scénaristes de passer directement aux choses sérieuses, sans perdre de temps inutilement en surchargeant l'exposition. Parce que bon, il y a déjà suffisamment d'éléments narratifs à mettre en place comme ça. Mais ici ce n'était pas le cas, et Terrio dut non seulement bosser sur l'histoire même de Justice League, qui impliquait la venue sur Terre du grand méchant Darkseid avant d'être remplacé par Steppenwolf, mais aussi sur l'origin story des nouveaux héros, tout en développant plus que jamais la mythologie d'ici histoire de mettre en place l'avenir de la saga. C'est ce qui s'appelle avoir du pain sur la planche.
approche. Mais le défi fut relevé par Terrio, qui accoucha d'un script épique et ambitieux, aidé par le réalisateur Zack Snyder, toujours profondément impliqué dans le processus créatif de la saga. C'est d'ailleurs étonnant de constater à quel point Snyder était libre. La Warner avait tout misé sur lui confiant littéralement les clés de la boutique d'ici et le laissant faire ce qu'il voulait avec certains des personnages les plus iconiques de son catalogue. Et c'est exactement ce qu'il en a fait, ce qu'il voulait. Ses choix de casting étonnés, ses idées scénaristiques également, c'est bien simple, Snyder ne choisissait jamais la facilité. On peut dire ce qu'on veut concernant son approche, mais une chose était sûre, elle ne laissait personne indifférent. Snyder allait toujours dans une direction inattendue, une direction que le studio n'aurait pas forcément choisie, mais tant que ses films avaient du succès, il n'y avait pas vraiment de raison de remettre en question sa vision. C'est vrai, à confiance non trahie, tel est prêt qui croyait prendre le bébé avec l'argent du beurre, comme dit le proverbe. Mais que se passerait-il en cas de flop? Que se passerait-il si le public n'adhérait pas à la vision de Snyder? C'est ainsi qu'en mars 2016, la sortie de Batman vs Superman vint tout remettre en question. Accueillie plus que froidement par le public et la critique, cette réception mitigée allait avoir des répercussions énormes sur l'univers étendu d'ici et complètement ébranler la confiance que la Warner avait jusqu'alors allouée à Snyder. Pour commencer, le film avait rapporté moins d'1 milliard de dollars de recettes au box-office. Et ça, pour la Warner, c'était synonyme d'échec. Du côté de Marvel, 3 films avaient atteint ce palier, Avengers 1 et 2 et Iron Man 3. Comment un super-héros tel qu'Iron Man pouvait parvenir à faire autant de recettes et pas un film rassemblant Batman et Superman? La Warner ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas que ça ne s'était pas fait en un jour, qu'il avait fallu 5 films avant que Marvel ne devienne une affaire aussi fructueuse. Batman vs Superman n'était quant à lui que le 2e film de la saga, là où Disney pouvait profiter d'une avance conséquente lui ayant permis d'établir des personnages désormais bien ancrés dans le paysage et auxquels le public avait eu le temps de s'attacher. Mais le studio ne voyait que ce qu'il voulait voir. Batman vs Superman, du haut de ses 873 millions de dollars, avait beau être le film Superman le plus fructueux jamais sorti, le studio n'en avait pas grand chose à carrer. Il voulait le milliard. Ceci dit, les recettes décevantes du film n'étaient pas la seule chose qui allait tout remettre en question. En effet, la vision de Snyder semblait loin de faire l'unanimité. Le public se plaignait du fait que Superman ne souriait pas assez, que Batman était trop violent, bref, pour une partie d'entre eux, le film était beaucoup trop sombre. Et c'était également le cas du côté de la critique, qui s'était attaqué au manque d'humour du film et à son ambiance morne. Snyder, lui, avait tendance à suivre son instinct, et son instinct lui disait de sortir des sentiers battus, de se démarquer et de proposer autre chose. De cette approche radicale naquirent donc Man of Steel et Batman vs Superman, deux films à l'opposé de la recette Marvel. La volonté de Snyder en réalité, c'était de déconstruire ces personnages iconiques plutôt que de répéter ce que tout le monde connaissait déjà. Sauf que cette approche s'était révélée déconcertante pour une partie du public qui avait une idée très arrêtée concernant ces personnages et ce qu'ils devaient être, ce qui posait donc problème. Fallait-il laisser les pleins pouvoirs à un réalisateur dont la vision n'avait apparemment pas convaincu le public? Fallait-il même ne serait-ce que lui laisser les rênes de Justice League? La question s'est effectivement posée du côté de la Warner et certains exécutifs ont même fait pression auprès de Greg Silverman pour qu'il fasse remplacer Snyder. Mais il était trop tard pour ça. La pré-production du film était déjà trop avancée. La Warner n'avait alors plus qu'une solution, regarder d'un peu plus près du côté de la concurrence. Le studio en était arrivé à la conclusion que ça ne servait à rien de tenter de se démarquer et qu'il fallait au contraire appliquer la même recette, celle qui marcherait à coup sûr. Clairement la décision la plus couillue de l'histoire d'Hollywood. En gros, exit les films sombres et adultes. À partir de maintenant, les films de l'univers d'ici suivraient la formule de l'univers Marvel. Dans ce contexte compliqué, qu'allait-il advenir de la vision de Snyder? De son influence sur toute cette saga dans laquelle il s'était investi corps et âme. Je rappelle qu'en plus d'être réalisateur des épisodes principaux, Snyder était également producteur avec sa femme Deborah et disons superviseur de la saga dans son ensemble. Il n'était rien de moins que la force motrice qui guidait l'univers d'ici au cinéma. Et qu'allait-il advenir de Justice League, dont le script était terminé et qui s'apprêtait à entrer en tournage? Eh bien, il allait falloir faire des compromis. C'est ainsi qu'il fut demandé à Terrio et Snyder de revoir leur copie. Le but, une version plus fun et moins dense du script. Ces importantes réécritures de dernière minute obligeront d'ailleurs le studio à repousser la date de début du tournage, d'abord prévue pour le mois d'avril, mais finalement calée pour mai. Ainsi, le ton changea, la structure de l'histoire également, et c'est alors que Justice League Partie 1 devint simplement Justice League. Certains éléments furent alors carrément abandonnés, notamment une romance entre Bruce Wayne et Lois Lane. Mais à la base, le film était de toute façon censé être très différent des précédents, car c'est ainsi que Snyder souhaitait concevoir sa saga. Des films très disparates formant un tout cohérent. Justice League serait très différent de Batman vs Superman, qui était lui-même différent de Man of Steel. Snyder avait en effet en tête un film moins lourd que le précédent, un peu plus optimiste car dédié à la construction d'une équipe et non à la déconstruction des personnages. Il ne s'agissait plus de voir des héros s'affronter et se remettre en question l'un l'autre, il s'agissait de voir une équipe de héros faire front contre un ennemi commun. Car rien n'est plus beau que l'amitié. En plus de ça, face à l'accueil mitigé réservé à Batman vs Superman, Snyder avait déjà effectué des révisions sur le script avant que la Warner ne lui demande, histoire d'adopter un ton encore moins sombre que prévu. On notera donc que le réalisateur avait assez de recul sur la situation et assez d'intelligence pour se remettre en question. Justice League serait donc un film bien différent de ses prédécesseurs. Ceci dit, Snyder ne souhaitait pas tomber dans les excès. Plus de légèreté ne signifiait pas forcément que le film serait comique.
C'est donc dans ce contexte relativement anxiogène que le tournage de Justice League débuta en mai 2016 à Londres au studio de Leavesden. Avec un budget avoisinant les 250 millions de dollars, autant dire que la pression était présente, tant du côté du studio que du côté de Snyder. Pour enfoncer le clou, le studio décida de surveiller Snyder d'un peu plus près. Pour ce faire, la Warner fit appel à Jon Berg et à Geoff Johns, le premier étant un producteur chevronné et le second un auteur de comics réputé, directeur de la création de DC Entertainment. À eux deux, ils sont les directeurs de DC Films. DC Entertainment ? DC Films ? Mais qu'est-ce donc, vous allez me demander? Et pour vous répondre, un flashback s'impose. Du coup, flashback. En juillet 2009, Oui, on remonte loin. Walt Disney Studios acquit Marvel Studios pour la somme de 4 milliards de dollars. Un investissement certes coûteux, Genre moi, personnellement, j'aurais pas pu me permettre. mais qui paraissait plus que prometteur. Pour cause, le genre super-héroïque avait alors le vent en poupe, et Iron Man avait fait partie des gros succès de l'année 2008, rapportant près de 600 millions de dollars. Plutôt pas mal pour un coup d'essai. Et comme de par hasard, à peine 2 mois plus tard, la Warner, studio propriétaire de DC Comics, annonce la création d'une branche spéciale, DC Entertainment, chargée de superviser absolument tous les projets en rapport avec cet univers et ses personnages. Que ce soit des films, des séries, des dessins animés, des comics, des jeux vidéo, tout. À la tête de la filiale, la présidente Diane Nelson, autrefois superviseur de la franchise Harry Potter pour la Warner, et donc le directeur de la création Geoff Johns, auteur de comics connu et reconnu faisant figure d'autorité dans le domaine, et ancien assistant de production au sein de la Donner's Company, maison de production du réalisateur Richard Donner. Le Richard Donner qui avait réalisé Superman 1 et 2. L'homme jouissait donc d'une grande expérience à la fois dans le monde des comics et dans celui du cinéma, expérience qu'il pourrait apporter en s'impliquant profondément dans les futures productions cinématographiques d'ici produites par la Warner. En théorie. Mais la réalité sera bien différente. Ainsi, lorsque la Warner lance la mise en chantier de Man of Steel, nouvelle adaptation cinématographique de Superman confiée à Zack Snyder, Johns est bien présent et il donne son avis. Un avis du genre tranché, car il n'aime pas du tout les idées de Snyder. Il n'aime pas ce Superman qu'il juge trop torturé pour représenter l'espoir et la lumière, il n'aime pas ce ton tragique et violent, bref, ça ne passe pas. Et Johns émet donc de gros doutes concernant les parties pris du réalisateur. Il veut plus d'humour et de légèreté. Sauf que, tout le monde s'en fout. La Warner n'a que faire des commentaires de Johns, car Zack Snyder a un allié de poids, Christopher Nolan, et le studio a infiniment plus foi en Nolan qu'en Johns. Vu la cote de Nolan à cette époque, ça se comprend totalement. Du coup, le studio décida de faire confiance à Snyder, le laissant développer sa vision telle qu'il le souhaitait, et ce sans prendre en compte les remarques de Geoff Johns, ni celles de Diane Nelson. Bref, en laissant l'équipe de DC Entertainment sur le carreau. Mais Geoff Johns n'en avait pas terminé avec le DC Extended Universe. Bien décidé à montrer au monde qu'il avait eu raison depuis le début, il faut monter dans l'ombre. Et lentement, et sûrement, Johns préparait son retour. Sa vengeance serait terrible. Wow, les petits frissons et tout là. Et si à sa sortie Man of Steel a effectivement essuyé des critiques concernant les aspects pointés du doigt par Geoff Johns, le studio décida de continuer à faire confiance à Snyder. Et tout le plan concernant le DC Extended Universe fut bâti autour de ses idées, sa vision et du ton de ses films plus sérieux et adultes que les Marvel. Sauf qu'à la sortie de Batman vs Superman, comme on l'a vu, tout fut remis en question. Et si la Warner avait tout misé sur la mauvaise personne? Si son plan cinématographique le plus ambitieux de tous les temps était voué à l'échec, car plombé par un réalisateur dont la vision était à l'opposé des attentes du public. Le pire dans tout ça, c'est que c'est la Warner elle-même qui est responsable de l'échec de Batman vs Superman. S'ils avaient pas sorti une version charcutée de 2h30 au cinéma, il aurait clairement été mieux accueilli. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Toujours est-il que le studio n'avait plus confiance en Snyder. Et la perspective de toute une série de films adoptant une approche qui ne semblait pas convaincre le public fit que, en gros, tout le monde paniqua. À quoi bon insister si cette approche n'enthousiasmait personne? Le studio décida alors de rappeler celui qui n'avait cessé de les mettre en garde, Geoff Johns, lui donnant les pleins pouvoirs pour tenter de remettre de l'ordre au sein de leur univers super-héroïque. Pour ce faire, en mai 2016, la Warner décida de créer la division DC Films, dirigée par Geoff Johns qui représenterait DC Entertainment, et l'exécutif Jon Berg qui représenterait quant à lui Warner Bros. Pour la première fois depuis longtemps, DC et Warner allaient donc collaborer main dans la main, et Geoff Johns serait ici l'équivalent de Kevin Feige chez Marvel Studios, à savoir l'autorité par laquelle allaient passer toutes les décisions. Une nouvelle ère était en marche. C'est donc à ce moment-là que Kevin Tsujihara, le big boss du groupe Warner, envoya Jon Berg et Geoff Johns sur le tournage de Justice League, exigeant qu'au moins un des deux soit présent sur le plateau tous les jours pour s'assurer que Snyder fasse bien ce qu'on lui demande. Le réalisateur ne se sentira cependant pas menacé par cette initiative, Berg et Johns n'exigeant pas de modifications trop importantes sur le plateau, insistant simplement pour plus d'humour et moins de gravité. Les deux hommes insistèrent également à plusieurs reprises sur cette nouvelle approche auprès de la presse, mettant notamment l'accent sur les termes humour, espoir et optimisme pour définir les prochains films d'ici. Le but affiché était clair. Et Snyder étant un petit malin, il parviendra sans mal à tourner le film qu'il avait en tête, ne tenant pas forcément compte des remarques des deux producteurs. Et c'est ainsi qu'après 6 mois de tournage ayant eu lieu principalement à Londres mais également en Islande, le clap de fin résonna le 6 octobre 2016. Le montage fut alors confié à David Brenner, déjà à l'œuvre sur Man of Steel et Batman vs Superman, et la musique à Junkie XL, sans son compère Hans Zimmer qui avait alors annoncé ne plus vouloir travailler sur des films de super-héros. L'équipe se mit donc au travail, et le tout premier montage du film culmina à plus de 4 heures. Snyder décida alors de travailler sur 3 versions du montage en parallèle. Une version A de 4 heures qui serait
la version ultime, sans se fixer de limite de durée, une version B de 2h45 dans laquelle il couperait pas mal d'éléments, et une version C qui serait quant à elle la version très courte du film, à n'utiliser que dans le pire des cas. L'équipe se concentra donc principalement sur la version B, et c'est celle-ci qui fut présentée au studio aux alentours de janvier 2017. Le verdict fut sans appel, le PDG Kevin Tsujihara ne fut pas convaincu. Pas convaincu du tout. Il demanda alors expressément à ce que le film dure 2 heures max et comporte plus d'éléments comiques. Sauf que c'est compliqué, parce que c'est un peu paradoxal comme demande. Vous travaillez sur un film épique et ambitieux de 2h45, on vous demande de le raccourcir à moins de 2 heures. Qu'est-ce que vous coupez en premier? Les éléments scénaristiques nécessaires au bon déroulé de l'histoire ou les blagues? Les éléments scénaristiques nécessaires au bon déroulé de l'histoire. C'est ça, hein? Mais Tsujihara insista, quitte à faire écrire de nouvelles scènes et à renvoyer l'équipe en tournage. À ce moment-là, Snyder réalisa que la tâche risquait d'être extrêmement complexe et que les prochains mois de post-production s'annonçaient tendus. La Warner fit alors appel à plusieurs scénaristes. Alan Heinberg, qui avait coécrit Wonder Woman, Andrea Berloff, nommé aux Oscars pour son travail sur NWA Straight Outta Compton, et Joss Whedon, scénariste et réalisateur sur Avengers 1 et 2, et qui travaillait alors sur un film Batgirl avec les producteurs Jeff Jones et John Berg. Les 3 scénaristes assistèrent à une projection du film, puis partirent prendre des notes à la demande du studio. Résultat des courses, Joss Whedon fut engagé pour écrire de nouvelles scènes sans qu'on demande son avis à Snyder. Classe la Warner. Snyder étant du genre conciliant, il accepte donc la situation, mais au fond, c'est un véritable coup dur. Il se sent dépossédé. Le film et cet univers sur lesquels il travaille avec acharnement depuis tant d'années semblent totalement lui échapper. Et puis, en mars 2017, une tragédie survient. Autumn, la fille adoptive de Zack Snyder, âgée de 20 ans, met fin à ses jours à la suite d'une profonde dépression. Autant dire que cette nouvelle est synonyme d'un véritable coup de massue pour le réalisateur. Zack était particulièrement proche d'Autumn, qui était selon ses dires, une vraie geek qui partageait sa passion pour ces mondes fictifs peuplés de monstres et de super-héros. Pour preuve, le titre de travail de Man of Steel était Autumn Frost, qu'on peut traduire par gel d'automne, mais qui était surtout une référence évidente au prénom de sa fille. De plus, dans le morceau Ulrich de la bande originale de Man of Steel, si vous tendez bien l'oreille, vous pourrez entendre un oh oh à 14 secondes prononcé par un enfant et qui est également présent à la toute fin du générique quand le logo Warner Bros apparaît. Ce oh-oh provient en réalité d'Autumn. Présente au studio lors d'une session d'enregistrement, elle avait laissé échapper cette interjection qui fut conservée lors du mixage. Bref, Snyder avait une complicité très particulière avec Autumn. Dans un premier temps, et malgré ce drame, Snyder tente cependant de continuer à travailler sur Justice League, pensant que se focaliser sur ce projet l'aidera à surmonter cette perte tragique. Sauf qu'en coulisses, les choses sont de plus en plus compliquées. La Warner confie de plus en plus de pouvoir à Whedon, et il semble clair qu'elle n'a plus foi en lui, le laissant totalement sur le carreau. Pour preuve, le réalisateur n'aura droit qu'à une seule conversation avec Whedon, l'essentiel des réécritures ayant lieu en son absence. C'est ainsi qu'en mai 2017, après 2 mois de lutte vaine, Zack et Deborah Snyder quittent la production, préférant être auprès de leur famille et n'ayant plus la force de se battre contre le studio, étant bien conscient que la bataille est perdue d'avance. Pour Snyder, c'était la fin. Ces années d'ici appartenaient désormais au passé. En partant, il demanda cependant au monteur David Brenner et au compositeur Junkie XL de rester à bord, ce pour que le film soit fini dans les meilleures conditions possibles. Mais la Warner ne voyait pas les choses de cet œil, et les 2 hommes seront remplacés quelques semaines plus tard. Joss Whedon fut alors tout désigné pour superviser le reste de la production et finir le film. Et si la Warner annonça officiellement que Whedon allait simplement poursuivre le travail de Snyder, n'apportant que quelques changements validés au préalable par le réalisateur, dans les faits, ce ne serait pas du tout le cas. Whedon n'était absolument pas là pour respecter la vision de Snyder. Il était là au contraire pour désnyderiser le film, pour en retirer absolument tous les éléments qui faisaient de Justice League un film de Zack Snyder. Pour le studio, on ne pouvait rêver meilleur candidat. C'est vrai après tout, il était celui qui avait offert The Avengers à Disney, celui qui avait dicté le ton de l'univers cinématographique Marvel. Si le studio voulait copier la recette de Marvel pour séduire son public, il était évident qu'il avait tapé à la bonne porte. Sauf que pas du tout. Le problème, c'est qu'en cherchant bien, on aurait du mal à trouver un réalisateur plus stylistiquement éloigné de Zack Snyder. Ils sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, que ce soit en termes visuels, narratifs ou tonal. Et c'est donc là que les choses vont se compliquer. Parce que mélanger 2 styles aussi antithétiques, ça peut pas donner quelque chose de bon. Whedon se met donc au travail, réécrivant une très grande partie du film, soit environ 80 pages, et ajoute des scènes, en supprime les 3/4 et modifie la fin. Il s'attaque ensuite à l'aspect conceptuel, modifiant notamment le design du méchant Steppenwolf, jugé trop effrayant par le studio. Il ne restait plus qu'à partir tourner. Et si les tournages additionnels sont devenus monnaie courante à Hollywood, généralement il se limite à 2 semaines de prise de vue et entre 6 et 10 millions de dollars dépensés. Mais ici ce sera bien différent, et c'est avec un budget de 25 millions de dollars que Whedon et les acteurs principaux partent pour 2 mois de tournage entre Londres et Los Angeles à l'été 2017, soit environ 4 mois de la sortie. Et ça va très mal se passer. Déjà, point de vue organisation, il va être très compliqué de faire s'accorder le planning des acteurs. Pour cause, Ezra Miller est alors en plein tournage des Animaux Fantastiques 2 et Henry Cavill tourne quant à lui Mission Impossible Fallout. De plus, les membres du casting se montrent méfiants vis-à-vis de tous les changements apportés par Whedon,
Jeff Jones et la Warner. Étant très loyaux envers Snyder, à qui ils doivent beaucoup, ces derniers voient d'un très mauvais œil ce manque de respect envers sa vision, une vision en laquelle ils croyaient fortement. C'est ainsi que de nombreuses tensions vont finir par éclater entre Whedon et son casting, et particulièrement avec Ray Fisher, l'interprète de Cyborg. Il faut savoir que Fisher avait passé beaucoup de temps avec Chris Terrio et Zack Snyder pour créer le personnage. L'acteur s'était énormément investi, et Cyborg tenait une place très importante au sein du film. Ainsi, lorsqu'il découvrit le nouveau script de Whedon, qui avait supprimé quasiment toutes les scènes de son personnage et modifié son caractère pour le rendre plus jovial, Fisher fut extrêmement déçu. Tu m'étonnes. Et lorsqu'il fit part de sa déception à Whedon, émettant des suggestions pour améliorer le tout, Whedon répondit avec dédain qu'il n'était pas du genre à tenir compte des remarques de qui que ce soit, pas même de la part de Robert Downey Jr., chose qu'il déclarera également à Jason Momoa et Gal Gadot. La bonne ambiance, on kiffe. Fisher décida donc d'en parler à Jeff Jones, mais ce dernier refusa d'intervenir, déclarant qu'il ne fallait pas énerver Whedon. Encore un qui a perdu ses couilles donc. L'affaire va ensuite s'envenimer pendant le tournage lorsque Fisher refuse de tourner la scène où Cyborg est censé dire Bouya, expression utilisée par le personnage dans la série d'animation Teen Titans. À la base, Jeff Jones avait insisté auprès de Snyder pour que cette réplique soit prononcée par le personnage, mais le réalisateur avait refusé, trouvant un pseudo-compromis avec Jones en lui promettant d'intégrer la réplique sous forme d'easter egg. Mais maintenant que Snyder n'était plus dans les parages, Jones pouvait désormais imposer cette idée à Fisher, qui refusa également. C'est alors que le producteur John Berg intervint, invitant Fisher à dîner chez lui et lui faisant comprendre qu'il n'avait pas vraiment le choix. L'acteur accepta donc à contre-cœur, ce dont ne manqua pas de se moquer Whedon le jour du tournage. Du côté de Gal Gadot, cette dernière n'était pas convaincue par les répliques écrites par Whedon, et lorsqu'elle lui a fait part de son scepticisme, ce dernier n'a pas apprécié et a donc menacé sa carrière tout en se montrant insultant envers Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman. L'homme aurait déclaré qu'il était le scénariste et qu'elle n'avait qu'à la fermer et dire ses répliques, ce que Gadot n'aurait pas laissé passer, faisant immédiatement remonter l'affaire au sein du bureau du PDG Kevin Tsujihara. On sait pas vraiment ce qui s'y est dit, mais toujours est-il qu'elle a eu gain de cause. Bref, Whedon eut un comportement tout simplement inacceptable sur le tournage de Justice League. Même l'acteur Jeremy Irons eut des frictions avec lui, et son attitude toxique fera même l'objet d'une enquête courant en 2020, une enquête visant également John Seberg, qui avait permis à Whedon d'agir ainsi en toute impunité. En vérité, Whedon était frustré de cette situation. Il détestait le film de Snyder et semblait n'avoir aucune envie d'être là. De l'avis de Fisher, son expérience épuisante sur le tournage d'Avengers 2 doublée de sa réception critique décevante l'avait rendu extrêmement amer, et il avait apporté tout ce ressentiment avec lui en venant travailler sur Justice League. Whedon vivait clairement sa meilleure vie donc. Et ça peut aussi expliquer pourquoi Jeff Jones et John Berg n'ont pas voulu froisser Whedon en le recadrant. Parce que s'il lui prenait l'idée de déserter le plateau, et selon moi il devait en avoir envie, la Warner n'aurait personne pour finir le film. Cerise sur le gâteau de merde, parce que oui c'est un gâteau de merde, la moustache d'Henry Cavill. Pour résumer, Cavill est censé arborer une superbe moustache pour ce rôle dans Mission Impossible Fallout. Sauf qu'un Superman moustachu, ça le fait pas. Du coup, comment on fait ? L'équipe contacte donc Christopher McQuarrie, le réalisateur de Mission Impossible, pour tenter de trouver un compromis. L'homme est partant pour trouver un terrain d'entente et propose donc d'aménager le calendrier de tournage de son film, quitte à le mettre en suspens pendant quelques temps, ce pour permettre à Cavill de se raser la moustache, tourner les scènes de Justice League et la faire de nouveau pousser. L'équipe des effets visuels de Mission Impossible pourrait ensuite éventuellement combler les trous à coups de poils numériques, une opération estimée à 3 millions de dollars que la Warner devrait payer. On sent qu'il est habitué aux Missions Impossibles le gars quand même, hein. Sauf que du coup, la Paramount trouve ce plan complètement foireux et dit non. Cavill ne se rasera pas la moustache tant qu'il travaillera sur Fallout. Du coup, la seule solution pour la Warner, c'est de faire raser numériquement la moustache de Cavill en post-production. Ce qui représentera un gros défi pour les boîtes d'effets visuels car elles n'auront que très peu de temps pour le faire. Et oui, car malgré cet énorme bordel, le film n'a jamais été repoussé et doit toujours sortir 3 mois plus tard, en novembre. Et les membres de l'équipe auront beau insister auprès du studio, particulièrement les artistes VFX qui étaient bien conscients que rien de correct ne pourrait être accompli dans le temps imparti, la Warner ne cédera pas. Alors, pourquoi ? Vaste question dont la réponse peut éclaircir pas mal de choses. En octobre 2020, AT&T annonce son souhait de racheter le groupe Time Warner pour 85 milliards de dollars. Un énorme deal qu'il ne fallait surtout pas laisser passer. Du coup, les dirigeants de la Warner avaient la pression, ayant peur de perdre leur travail suite au rachat si Justice League n'était pas le succès tant attendu. Et cette quête de succès aura paradoxalement conduit à un enchaînement de mauvaises décisions et à une totale ingérence des têtes pensantes vis-à-vis de ce film. Reste donc la question de la date de sortie. Pourquoi ne pas la repousser ? Deux raisons. La première, pour ne pas passer pour un studio faible face à AT&T. La deuxième, pour que Kevin Tsujihara et Toby Emmerich, tous deux à la tête de la Warner, soient sûrs de toucher leur bonus sur l'année 2017. Si Justice League avait été repoussé, les bonus auraient en effet été également repoussés à 2018, et Tsujihara et Emmerich, sentant le vent tourner, n'étaient pas sûrs d'être encore en poste à ce moment-là. Ils ont donc préféré faire une post-production dans l'urgence et sortir un film bâclé. Au point où on en est, autant s'assurer le bonus, hein. Ils se foutaient de la qualité du film, ils se foutaient des fans. Tout ce qu'ils voulaient, c'était se faire de l'argent. L'équipe des effets visuels fit donc ce qu'elle put pour tenter de sauver les meubles, le montage fut partagé entre Martin Walsh, monteur de Wonder Woman, et Richard Pearson, et la musique fut confiée à Danny Elfman, un habitué des super-héros puisqu'on lui doit rien de moins que les musiques des Batman de Burton, celles des deux premiers Spider-Man de Sam Raimi et d'Avengers 2. C'est donc l'heure de la projection auprès du studio. Face au résultat, les exécutifs sont consternés.
Le film est horrible. Mais personne ne veut se l'avouer. Horrible ou pas, le film doit sortir. Deborah Snyder et Christopher Nolan assistent également à une projection, et lorsqu'ils en sortent, ils font carrément promettre à Zack Snyder de ne jamais voir ce film. Le résultat lui briserait littéralement le cœur. Du côté de Chris Terrio, lorsqu'il a vu le film 2 semaines avant sa sortie, il a immédiatement appelé son agent pour lui demander de faire retirer son nom du générique. Il ne voulait pas être associé à un tel naufrage. Malheureusement, il était trop tard. Impossible de procéder à une telle manœuvre sans décaler le film de plusieurs semaines. Le film était donc fini. Enfin, prêt à sortir, quoi. Enfin, il est sorti, quoi. Le résultat fut tout simplement catastrophique. Le plus grand fiasco de l'univers étendu d'ici, un véritable naufrage artistique. Point de vue finance, le film aura rapporté 657 millions de dollars. Un véritable exploit considérant la qualité du bordel, mais encore très loin du milliard tant convoité. Assez loin également du profit, car avec son budget colossal de 300 millions de dollars en comptant les reshoots et les frais marketing, le film n'aurait été profitable qu'à partir de 750 millions de dollars de recettes. Justice League aura donc fait perdre 60 millions de dollars au studio. Eh bah quel bordel! Et dire qu'on n'a même pas encore évoqué le résultat. Justice League démarre donc quelques temps après la mort de Superman, alors que le grand méchant Steppenwolf débarque sur Terre pour retrouver les boîtes mères, des artefacts surpuissants qui lui permettront de faire des trucs de méchants. Bruce Wayne décide donc de rassembler une équipe de méta-humains composée de Wonder Woman, Flash, Cyborg et Aquaman pour faire face à cette terrible menace et sauver le monde. Mais y parviendront-ils sans Superman? Et du coup, Justice League, c'est très mauvais. Bon, en même temps, vu la production chaotique, il y avait peu de chances qu'on ait droit à un chef-d'œuvre. Et ça commence donc très fort avec une sorte d'interview improvisée de Superman par des gamins, le tout filmé au téléphone. Bon, déjà la scène ne raconte pas grand chose, c'est juste une façon pas franchement subtile d'insister sur le fait que le personnage de Superman représente l'espoir. Yes, it does. Point de vue visuel maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est pas très beau. Le plan séquence en mode reportage amateur n'est pas convaincant une seconde. On dirait que ça a été créé à la va-vite avec After Effects, et ça n'a clairement pas sa place dans un blockbuster à 300 millions de dollars. Et le pire dans tout ça, c'est cette putain de moustache retirée à l'arrache en post-prod. Les équipes n'avaient pas le temps de faire quelque chose de correct, ce qui fait que le rendu final est vraiment perturbant. C'est pas naturel du tout, ça donne juste l'impression que Superman s'est fait retirer ses dents de sagesse. Et dès que le personnage apparaît, c'est juste impossible de se concentrer sur autre chose. Du coup bon, avec un résultat pareil, il aurait été assez intelligent de limiter ses apparitions, ou de les retarder en tout cas. Mais non, le film démarre là-dessus. Il démarre sur une scène visuellement ratée, qui n'apporte rien à l'histoire. Moi je le prends comme un avertissement en fait. Abandonne tout espoir, toi qui entres ici. Car oui, ce film est désespérant. Bon déjà, les modifications opérées par Whedon et la Warner n'ont rien de discrète. Elles sont plus qu'évidentes. Niveau visuel, on peut déjà citer la colorimétrie hyper saturée qui donne au tout un rendu extrêmement kitsch, là où Snyder était plutôt friand de rendus désaturés assez sobres. Sauf que c'était beaucoup trop dark, vous comprenez? Ah bah du coup c'est clair, pour le dark il faudra repasser. Pour le bon goût aussi d'ailleurs. Cet étalonnage donne en effet au film un aspect série télé loin, très loin de la beauté visuelle des deux films précédents. Non seulement ils ont complètement défiguré les plans tournés par Snyder, mais je vous parle même pas de la gueule des reshoots opérés par Whedon. Car si la colorimétrie des plans de Snyder a été maltraitée en post-prod, niveau lumière, ça restait du Snyder, donc c'était quand même un minimum propre, ce qui n'est pas du tout le cas des nouveaux plans. Et quand un plan de Whedon vient se greffer au milieu d'une séquence tournée par Snyder, autant dire que la différence n'est pas à l'avantage de Whedon. Du coup, pourquoi? Pour commencer, il faut noter le fait que Whedon a tourné en numérique, là où Snyder tournait sur pellicule. De base, on part pas sur un rendu particulièrement homogène donc. Mais en plus de ça, le directeur de la photographie Fabian Wagner n'a pas été rappelé, ce qui fait que les nouveaux plans ont un style très différent et se mélangent donc très mal avec les anciens. Ça plus l'étalonnage dégueulasse, et c'est le combo gagnant pour un film visuellement à des années-lumière de Man of Steel et Batman vs Superman. On dirait un fan-film en fait. Un fan-film à 300 millions de dollars. Et niveau direction artistique, c'est la même chose. On pourra notamment mentionner la bataille de l'acte 3, qui prend désormais place sous un ciel aux couleurs rougeâtres du plus mauvais goût, là où Snyder avait choisi, un ciel noir. Ouais il fait nuit quoi, cherchons pas midi à 14h. Et c'est clairement symptomatique de cette volonté de faire un film plus coloré et moins sombre que les précédents. La nuit c'est trop dark, faisons un ciel rouge plutôt, c'est mieux ouais. Ça n'a pas de sens, c'est moche, mais bon c'est pas grave, le tout c'est que ce soit coloré. L'autre gros changement visuel, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est celui du design de Steppenwolf, qui passe de la grande créature intimidante aperçue à la fin de Batman vs Superman, à ce méchant ridicule tout droit sorti d'un épisode des Power Rangers. Le personnage a donc été redesigné à la va-vite et sans grand génie, ne donnant rien de plus qu'un type en armure. Un réel gâchis quand on pense à l'approche de Snyder, qui cherchait toujours à réinventer le design des personnages, à les moderniser, justement pour éviter ce côté kitsch dans lequel il est si facile de tomber. Ceci dit, y a pas que le design qui pêche. Steppenwolf est un personnage caricatural qui n'a strictement rien à offrir. Sérieux? C'est ça la grande menace qui nécessite que la Justice League s'assemble pour sauver le monde? Jamais intimidant ni même un minimum intéressant, Steppenwolf est un personnage basique et sans relief qu'on oublie dès que le film est terminé. Et perso, j'ai même tendance à l'oublier dès qu'il est pas à l'écran. On ne s'attarde jamais sur ses motivations, ce qui le rend unidimensionnel au possible, et il n'a pas une once de personnalité. Le personnage n'apporte donc strictement rien à l'histoire. Une histoire de toute façon sans grand intérêt et ô combien classique, qui ne restera clairement pas dans les annales. Tout a été fait pour rendre le film le plus lisse possible, ce qui résulte donc en une œuvre totalement oubliable. Comme prévu, le style de Whedon et celui de Snyder ne parviennent pas à coexister correctement, et on a même du mal à croire qu'il s'agit bien de la suite de Batman vs Superman, tant les similitudes se font rares à l'exception du casting. Ainsi, aucune référence n'est faite au Nightmare, le fameux cauchemar de Bruce, ni même à la visite surprise de
de Flash, deux séquences déconcertantes du film précédent qui sont ici complètement oubliées, comme si elles n'avaient jamais eu lieu. Et concernant les personnages eux-mêmes, leur personnalité n'a plus grand chose à voir avec celle qu'ils arboraient dans les films précédents. Pour cause, si Snyder prenait ses personnages très au sérieux, Whedon, lui, a tendance à en faire des bouffons. La Warner voulait plus d'humour, elle a été servie, mais au risque de grandement desservir ses personnages. Flash n'est là que pour sortir des blagues, ce qui devient vraiment lourd au bout d'un moment, et même Batman est tourné au ridicule. Comment osez-vous faire ça à Batman? Et le pire, c'est que la plupart du temps, les répliques ne sont pas drôles, elles sont juste débiles. C'est drôle. Bref, l'humour vole pas bien haut et il est complètement hors de propos. Le ton est tellement différent de celui auquel nous avait habitué Snyder dans Man of Steel et Batman vs Superman que c'en est carrément déstabilisant. La deuxième scène du film, qui voit Batman affronter un criminel sur les toits de Gotham, avait d'abord été conçue par Whedon comme une scène purement comique. Sauf que la Warner s'est dit que ce serait probablement une erreur de démarrer le film de cette façon. Elle a donc été remontée de façon à être moins ouvertement drôle. Ce qui vient prouver une fois de plus que le studio ne savait pas ce qu'il voulait. Et cerise sur le gâteau, la portée symbolique chère à Snyder a complètement disparu. Du coup, pour résumer, la forme est moche et le fond est vide. Justice League est vide car il s'agit là d'un film bâclé. Culminant à une durée de 2 heures générique compris, le film ne prend jamais le temps qu'il faut pour raconter correctement son histoire ou tout simplement mettre en place ses enjeux. Ils ont beau être importants, sauver le monde, on ne s'en rend jamais compte car on ne s'attarde pas là-dessus. Il n'y a aucun travail sur les ambiances ou sur le rythme. Justice League se contente de foncer à toute allure pour se finir le plus vite possible car il ne faut pas dépasser la durée de 2 heures. Résultat des courses, ce qui aurait dû être le film épique de l'univers d'ici n'est au final rien d'autre qu'un film sans intérêt et ridicule. Une sorte d'abomination filmique tiraillée entre les vestiges de la vision de Snyder, un passionné qui avait à cœur de faire un film ambitieux et original, et celle du studio qui avait à cœur de faire du fric. C'est clairement l'un des films qui représente le mieux cette dualité omniprésente dans l'industrie cinématographique. Le réalisateur et son art d'un côté, le studio et son argent de l'autre. L'art, on a bien du mal à le trouver dans ce film au potentiel gâché, manquant cruellement d'une vision d'auteur. En voulant supprimer toute trace de la patte de Snyder, le studio s'est tiré une balle dans le pied, car en réalité, ils ont supprimé tout ce qui faisait son authenticité et son principal intérêt. Ils voulaient le faire entrer dans le moule pour qu'il ressemble à tous les autres films de super-héros, mais au final, Justice League ne ressemble tout simplement à rien. Le scénariste Chris Terrio parle carrément d'un acte de vandalisme lorsqu'il évoque ce que le studio a fait au film, et ce serait bien difficile de lui donner tort. Le film est complètement anecdotique. Aucun morceau de bravoure ne reste en tête, aucun moment iconique n'est à signaler, un comble quand on pense à Snyder et son talent pour l'iconisation. Et pour enfoncer le clou, la musique de Danny Elfman ne parvient à aucun moment à rivaliser avec les compositions de Zimmer et Junkie XL. À l'exception de 2 rapides clins d'œil au thème de Wonder Woman et de Superman, Elfman a pris le parti de faire table rase des compositions de Man of Steel et Batman vs Superman, préférant réutiliser son vieux thème de Batman ainsi que celui composé par John Williams pour Superman. Une bonne idée de merde ça! Le problème étant que ces thèmes musicaux, aussi iconiques soient-ils, n'ont rien à faire là, car ce ne sont pas les thèmes de Batman et Superman, ce sont les thèmes du Batman de Tim Burton et du Superman de Richard Donner. Utiliser ces compositions, c'est tout simplement cracher au visage de Hans Zimmer, Junkie XL et Zack Snyder. Oui, en même temps, ça reste cohérent avec le reste de la manœuvre. En bref, Justice League est un immense fiasco, clairement le pire film de l'univers d'ici. Et s'il est facile de pointer du doigt Joss Whedon, le principal responsable de cet échec, vous l'aurez compris, ça reste la Warner. Un studio qui a enchaîné les mauvaises décisions en pensant plaire au plus grand nombre, mais qui, aveuglé par l'appât du gain, ne s'est pas rendu compte qu'il se fourvoyait complètement et que la grande force de DC, c'était bel et bien la vision de Snyder. Une question subsistait cependant. Qu'en était-il du montage original de Zack Snyder? Se pourrait-il qu'il existe, là, quelque part? Et le verrait-on un jour? Les fans de Man of Steel et Batman vs Superman, eux, semblaient y croire. Et c'est ainsi qu'un sentiment très fort commença à se répandre parmi eux. L'espoir. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et venir me soutenir sur Tipeee si vous sentez généreux. D'ailleurs, de nouvelles contreparties vont pas tarder à débarquer sur ma page Tipeee, ainsi qu'un tout nouveau moyen de soutenir la chaîne. Plus d'infos dans les prochains jours. Encore une fois, merci à tous et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!